Un peu de prospective. Cette deuxième table ronde nous plonge à l'horizon 2030. Il s'agit de définir ensemble une vision d'avenir ambitieuse pour les professionnels de la petite enfance, avec l'idée que la France puisse rattraper les pays qui ont des politiques publiques efficaces. Cette table ronde va être centrée sur les évolutions nécessaires et structurantes pour que l'accueil de la petite enfance puisse véritablement se transformer et jouer son rôle, lutter donc contre les inégalités, on l'a bien vu, permettre le développement optimal de tous les enfants, sans négliger les professionnels. Faut-il, par exemple, un service unifié de la petite enfance regroupant l'accueil de l'éducation de 0 à 6 ans? La question des qualifications des professionnels aussi va être abordée sur cette table ronde, mais celle de leur bien-être et de leur épanouissement aussi. Des échanges qui pourront librement aborder les réformes de fond souhaitables pour que la formation des professionnels soit plus riche, plus en adéquation avec les exigences et les objectifs de leur travail auprès des jeunes enfants. Pour en discuter, Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche, la FFEC, Pauline Domingo, directrice du département Enfance, Jeunesse, Parentalité de la CNAF, Marlène Martin, responsable du pôle petite enfance de hashtag le plus important, Marine Janté, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Marine Janté, à ce titre, a la responsabilité de la mise en œuvre du plan formation, ambition, enfance, égalité pour les 600 000 professionnels de la petite enfance. Et donc Bernard Bonne, sénateur LR de la Loire, rapporteur du projet de loi sur la protection de l'enfance, et toujours Daniel Lenoir. On va passer la parole. Merci beaucoup, Catherine. On va commencer en passant la parole à Elsa Hervy. Et comme on a pris du retard, on va essayer de respecter vraiment les 5 minutes de temps de parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs de nous donner l'occasion de rappeler que l'investissement dans la petite enfance doit être une priorité pour la France. On nous demande aujourd'hui de définir une vision d'avenir ambitieuse pour les professionnels à 2030. C'était ce qu'il y avait dans les questions. Peut-être vous dire d'abord qu'on ne partage pas totalement le constat qui est fait aujourd'hui. On ne trouve pas que la qualification actuelle des professionnels de la petite enfance soit honteuse par rapport à nos voisins européens. On pense qu'il faut prendre l'intégralité des statistiques européennes. Et chez nos voisins européens, en fait, il y a 2 statistiques. Les éducateurs d'une part, les auxiliaires et assistants d'autre part. Effectivement, les éducateurs, en moyenne, ont un bac+3. Ça tombe bien, nos éducateurs de jeunes enfants, ils ont désormais un niveau de diplôme bac+3. Mais après, il y a les assistants. Et souvent, ils n'ont pas de qualification. Et la force de la France, c'est que l'ensemble de nos professionnels ont des qualifications en petite enfance. Et puis surtout parce que le niveau de diplôme, ça ne fait pas à lui seul les compétences. L'important, c'est d'avoir des compétences dans la petite enfance. À la FFEC, on a fait une étude sur 12 311 salariés. Il y a 59,46% de nos salariés qui sont des accompagnants éducatifs petite enfance, 26,51% qui sont auxiliaires de puériculture, soit 85% des adultes actuellement auprès des enfants qui n'ont pas le bac. Qui n'ont pas le bac, mais qui ont des diplômes de niveau infra-bac et qui ne sont pas du tout incompétents, au contraire. Alors pour 2030, on doit donner aux enfants et aux professionnels de la petite enfance de repenser globalement notre modèle de formation avec 2 priorités, améliorer encore et toujours l'accueil et veiller au bien-être des professionnels. Un modèle de formation au service de la qualité d'accueil des enfants d'abord. Alors je ne vais pas répéter l'intervention dont je ne doute pas qu'elle sera brillante de Marine Jantet. Le plan 600 000, Ambition Enfance Égalité, c'est une réussite, une campagne à poursuivre. Il permet à tous les professionnels d'actualiser ou de découvrir des nouvelles compétences en lien direct avec un accueil de qualité. Et on espère que l'engagement, y compris financier de l'État, se poursuivra après 2022. Ensuite, un modèle de formation qui est bien traitant des professionnels de la petite enfance. C'est notre commandement numéro 9 de la charte Jean Pineau. Pour que je sois bien traitée, il est nécessaire que les adultes qui m'entourent soient bien traités. Alors nous souhaitons que d'ici 2030, toutes les formations continues délivrées en lien avec l'amélioration de la qualité d'accueil soient délivrées comme autant de petites briques des blocs de compétences des diplômes supérieurs,
pour que formation après formation, on puisse alléger la difficulté des professionnels qui souhaitent évoluer sans jamais renoncer à la nécessaire compétence renforcée en petite enfance. Et on ne veut pas renoncer à être aussi le métier de la deuxième partie de la vie. La petite enfance, c'est souvent un métier où on vient après une première expérience. Et on trouve que c'est important de continuer à pouvoir être le métier de la deuxième partie de la vie. Et puis parce que la formation ne peut pas tout, il faut aussi accepter d'investir massivement dans la petite enfance et parler des rémunérations. Alors, je ne vais pas répéter la table ronde numéro 1. Grosso modo, tout le monde est d'accord. 1 euro investi dans la petite enfance, ça rapporte plus. On n'est pas très d'accord sur si ça rapporte 7,3 euros, 12 euros, mais en tout cas, ça rapporte plus. Là-dessus, il y a unanimité. Alors, pour 2030, on rêve, nous, d'une petite enfance au service de la France, qui répond à 3 enjeux, plus de place, plus de qualité, toujours la qualité, plus de professionnels, mais surtout des professionnels valorisés, revalorisés. Alors, pour la valorisation, on peut faire des campagnes sur les métiers du bien grandir, qui rappellera peut-être à quel point l'ensemble des professionnels exercent un métier essentiel sur lequel toute une société se repose et qui crée des vocations. Pour la revalorisation, pardon Pauline, le SMIC depuis 2018, 7,29% de progression, et je ne compte pas la revalorisation du 1er janvier 2022. La PSU depuis 2018, 3,54% de progression. Je ne parle pas de la réforme de la PSU, je parle juste du fait qu'il faut aussi la revaloriser, penser les modèles économiques. Si on n'a pas de modèle économique qui tient, on n'a pas de possibilité de revalorisation financière. Alors on va nous dire que potentiellement, il n'y a peut-être pas d'argent. Alors nous, à la FFEC, on ne croit pas à l'argent magique qui arrive parce qu'on en a besoin. Toute dette publique devra être remboursée. Mais voilà les résultats prévisionnels de la branche famille rendus publics en septembre 2021. Excédent 2021, 1,2 milliard, 2022, 1,7, 2023, 3,6, 2024, 4,5, 2025, 5,4. Il y a 16,4 milliards d'excédents dans la branche famille d'ici 2025. Ça nous donne enfin les moyens d'avoir des ambitions pour une vision et une politique de la petite enfance ambitieuse pour la France. Merci. Merci. Super. Et merci pour ce respect du timing. Je passe tout de suite la parole à Pauline Domingo, qui est directrice du département Enfance, Jeunesse et Parentalité de la CNAF. Oui, bonjour à tous. Alors évidemment, moi, de là où je parle, je serais peut-être moins militante. Voilà, donc nous, on est vraiment à la fois l'opérateur qui va décliner cette politique publique en apportant notamment le financement quasiment pour moitié sur le secteur de la petite enfance. Investisseur social, Daniel Lenoir l'a rappelé, ça faisait partie de notre positionnement stratégique sur la convention d'objectifs et de gestion qui nous lie avec l'État et qui nous donne les moyens de décliner cette politique. Et évidemment, cette COG, donc ce contrat qu'on passe avec l'État tous les 5 ans, prend fin en 2022. Et donc, on est en plein dans notre projection justement sur les 5 prochaines années, alors qui nous emmèneront un petit peu avant 2030, mais on est dans cet exercice de projection. Alors, on n'a pas commencé à négocier, donc il n'y aura pas de scoop ce matin, mais pour nous aider dans cet exercice de projection, moi je voudrais juste vous donner les résultats des travaux que l'on a conduits dans le cadre de la démarche Premier Pas, qui a associé donc la CNAF, le HCFEA et France Stratégie, pour passer d'investisseur social et de se dire, là où on avait une politique publique très tournée vers la conciliation vie familiale, vie professionnelle, comment on peut tenir compte de tous ces résultats de la recherche qui nous invitent à aller vers une politique, en tout cas que l'accueil du jeune enfant contribue à la politique de développement de l'enfant. Et donc, c'est des changements de paradigme aussi pour nous. Donc, ce sera évidemment des changements de paradigme en matière de gouvernance, en matière budgétaire, en matière de modèle de production des places en crèche, je n'en doute pas. Et je voudrais juste insister dans mon intervention sur les conséquences pour les professionnels. Alors, les résultats de ces travaux s'inscrivent également dans les annonces récentes autour du service public de la petite enfance.
Les lignes directrices sont assez simples, mais elles méritent d'être rappelées. L'ambition est d'offrir, avant l'entrée à l'école, une expérience de socialisation progressive, ludique, stimulante, avec les parents, et c'est très important dans ce rapport, donc en lien avec les parents et dans d'autres espaces que la maison, pour tous les enfants. Je rajoute à un prix raisonnable, parce qu'évidemment, ça a des conséquences pour nous qui finançons ces modes d'accueil, et que cet accueil soit régulier, hebdomadaire, progressif, et le rapport avance l'idée d'un minimum de 4 demi-journées par semaine en groupe pour le développement optimal des enfants. Voilà, une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais juste pointer quelques prérequis, quelques conditions de réussite pour tenir cette ambition d'un accueil pour tous avec une expérience de socialisation qualitative pour les enfants. Il y a une condition de réussite, c'est qu'il va falloir créer des places. Et créer des places, ça veut dire avoir des professionnels pour les occuper. Donc nous, on est très soucieux de la mise en place du comité de filière qui met la profession dans une perspective de GPEC, c'est-à-dire on met 4-5 ans à former les professionnels les plus qualifiés. Il faut qu'on ait un travail de prospectif, parce que avoir un plan de développement en crèche, si c'est pour avoir des crèches vides qu'on ne peut pas ouvrir faute de professionnels, et on le voit aujourd'hui à très court terme, sans attendre 2030, il faut que l'on avancions sur la question de la pénurie des professionnels. Donc première condition de réussite, créer des places, avoir un plan GPEC à long terme, comme pour les professions médicales où on est également en pénurie. Deuxième prérequis, je pense que je ne vais pas m'étendre, qualité de l'accueil. Alors, ce qui est intéressant dans le rapport, je crois que le rapport fait bien la distinction entre la qualité structurelle, celle des niveaux d'encadrement, de la qualification, de la taille des groupes, de la qualité des infrastructures, et la qualité procédurale, Olivier Thézenon l'a indiqué, qui tient là à la qualité des interactions entre les professionnels et les enfants, entre les enfants, avec les parents, et que cette qualité procédurale, elle est bien plus complexe à étayer, évidemment, que d'imposer un niveau d'encadrement, et que cela suppose des temps de réflexion pluridisciplinaires, de la formation, de la documentation sur les pratiques, de la supervision, de l'analyse de la pratique. Et donc, pour 2030, on a à réfléchir à, et moi, j'ai absolument pas la réponse de ma position professionnelle et compte tenu de mes compétences, mais j'ai entendu des idées sur les programmes, les curriculums, et je pense qu'on a besoin de se doter d'un comité, en tout cas qu'il y ait une instance dédiée à la réflexion sur ce qui est, la manière dont on améliore la qualité procédurale et sur quel type d'outils on s'appuie. Il y en a certains qui ont été cités par Nathalie Casso-Carini. Moi, j'ai pas de légion en la matière, mais j'appelle à ce qu'il y ait une instance d'experts qui puisse diffuser ces conclusions et étayer les professionnels sur la qualité procédurale. Il faut conclure, s'il vous plaît. Ouais, je finis sur 2 autres prérequis qui nous inquiètent beaucoup. Aujourd'hui, on veut parler de l'accueil pour tous. 80% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté n'utilisent aucun mode d'accueil. Donc, c'est très beau d'avoir cette ambition de l'accueil pour tous, mais on a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, pour plein de raisons... On ne pourra pas parler, la table ronde 4 ne pourra pas parler. On ne sait pas accueillir toute une partie de nos enfants, et donc là aussi, il y a à outiller les professionnels et peut-être avoir de nouveaux professionnels qui accompagnent ces familles qui ne recourent pas vers les modes d'accueil. Et donc, là aussi, pour 2030, un enjeu d'accompagner ce non-recours et cette non-fréquentation par aussi des professionnels plus spécialisés, plus formés à l'accueil de ces publics. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Marine Jantet, qui est déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté.
Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur vous savez que la logique de l'investissement, ça a été dit par Adrien Taquet et par aussi beaucoup d'autres chercheurs. L'investissement dans la petite enfance était un des fondamentaux de la stratégie pauvreté, donc avec une logique effectivement d'agir à la fois sur le destin de ces enfants, parce qu'on est un pays qui est particulièrement marqué par une reproduction de la pauvreté. Donc ça, c'est... Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, comme je disais, il faut vraiment se le dire et essayer de se combattre ça, ce qui est très compliqué. Donc il y a ce sujet pour les enfants prioritairement, mais aussi, on l'a dit, Esther Duflo le disait, pour les mamans, parce que c'est souvent les mamans qui doivent, mais maintenant ça évolue aussi, il y a aussi des pères qui adaptent leur profession et leur stratégie professionnelle et leur carrière pour s'occuper de leurs enfants. Et aussi, on vient de le dire, pour les professionnels qui s'en occupent, on est dans un pays, voilà, on nous dit qu'il y a des métiers en tension, ils font partie de ces métiers en tension et donc de manière économique, on a intérêt, le gouvernement s'est attaché à développer aussi cette filière professionnelle. Donc ça, c'est vrai que, je le redis, c'est un investissement de long terme, la stratégie a été annoncée en 2018, mais on arrive à une échéance présidentielle, mais évidemment, les choses vont continuer et il faut que d'ici 2030, on continue sur cette logique-là, sinon on n'atteindra pas nos objectifs. Alors, il y avait deux enjeux. L'enjeu de la qualité, on l'a déjà dit, donc je vais y revenir sur le plan de la formation, mais aussi des modes de garde, parce que, comme vient de le dire Pauline Domingo, malheureusement, 80% des enfants en situation de pauvreté n'ont pas recours à des lieux d'accueil, et donc on voit derrière tout ce que ça enclenche, et ça rejoint notre sujet de la reproduction. Sur la partie de la qualité, donc effectivement un grand plan de formation assez ambitieux des 600 professionnels de la petite enfance a été donc lancé sur 7 thématiques prioritaires. Je ne vais pas y revenir, développées par le HCFEA, mais donc sur le sujet du numérique, l'accès à l'art et à la culture, le lien avec la nature. Bon, ces points-là, je pense que vous les avez déjà bien vus. Je rappelle juste que c'est un engagement assez inédit de l'État. On est en gros à presque 37 millions d'euros sur 3 ans. On a, ça y est, c'est opérationnel. On a donc les OPCO, on a conventionné avec les OPCO et le CNFPT. On a déjà 40 000 départs. C'est ça qui, à mon avis, est important, avec un objectif, donc ça marche plutôt bien. Donc on a un objectif de 200 000 départs d'ici la fin 2022. Et avec, je le rappelle pour l'instant, un taux important même d'asthmates qui sont partis en formation, ce qui est pour nous un sacré défi. On est à peu près à 47% au niveau national des personnels formés qui sont des asthmates et 37%, parce qu'on a aussi un volet territorial mené par les commissaires à la lutte contre la pauvreté, avec des appels à projets territoriaux très adaptés au territoire et qui marchent aussi bien. On a 37% d'asthmates, donc c'était un de nos sujets, arriver à toucher l'ensemble des professionnels et pas uniquement les professionnels de crèche. Ça touche aussi des territoires fragiles, donc ça aussi c'était un de nos grands objectifs. Et on a, bonne surprise, l'ensemble des thématiques qui sont abordées sur les 180 modules qui ont été mis en place. Tout le monde arrive à peu près à fonctionner, ils sont tous sollicités. Deuxième point, le sujet de l'accessibilité, donc permettre à tout le monde d'accéder à un mode de garde. On a eu les sujets, on a déjà parlé du bonus mixité, ça a permis de toucher plus de 73 000 de places. Il y a eu les crèches à VIP, vous savez, le fait de permettre à des mamans d'être accompagnées en même temps qu'on garde leurs enfants. C'est x4 depuis le début de la stratégie, c'est pas encore assez. Il y a sûrement des choses à adapter dans le modèle à VIP. On y travaille, voilà. Donc ça, c'est des sujets, et on va faire plus de liens avec tout le secteur de l'insertion, qui sont encore des mondes trop séparés entre la petite enfance et l'insertion. Mais il y a aussi ce que disait Pauline Domingo. Là, on a lancé une démarche assez innovante, l'AMI Accueil pour tous, qui était, en fait, il faut adapter les modes de crèche. Voilà, c'est le modèle, comme on le disait, de la crèche classique n'est pas adapté pour les populations précaires. Voilà, on le sait. Maintenant, il s'agit de passer là aussi à l'implémentation dans nos modalités de conception et de développement. Et donc là, on a lancé quelque chose dans 19 territoires très fragiles qui ont bien fonctionné. On a eu 40 dépôts de dossiers, dont on en a retenu 20. Les autres, on va les accompagner aussi. C'est dans des territoires qui ont 32% de taux de pauvreté, donc c'est pas rien. On a des démarches globales qui sont un peu mode cité éducative sur l'ensemble autour de la petite enfance. On invente aussi des nouveaux métiers, des médiateurs de la petite enfance. On invente aussi beaucoup d'allées vers, on vient d'en parler, avec des gardes itinérantes. Donc tout ça, c'est des nouveaux modèles en termes de prospective d'ici 2030 qui vont vraiment devoir... Donc là, on est un peu dans une phase de laboratoire. L'objectif, c'est évidemment d'arriver à avoir des premiers résultats pour nourrir la COG de la CNAF, parce que derrière, effectivement, il faut prévoir des plans de financement pérennes
pérenne. Voilà, donc en gros, juste pour conclure, cette expérimentation est intéressante parce qu'elle nous permet à la fois de montrer notre vision pour 2030, avoir une vision globale de l'accueil, arrêter de séparer accueil collectif, accueil individuel. Il faut qu'on ait un enjeu d'action par le parcours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est évolutif, l'accueil du jeune enfant, donc mixer du temps partiel, du temps complet, même si j'ai bien entendu qu'il fallait une prise en charge complète. S'intéresser à la demande des parents. Attention, on doit faire avec eux. Si on ne fait pas avec eux, on est à côté de la plaque. Et donc, s'intéresser à la non-demande. Enfin, je reviens à mes pauvres qui n'y vont pas. Et puis, donc, avoir donc un accueil globalement des familles avec des lieux hybrides. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet pour nous de perspective d'ici 2030. Voilà nos axes de travail. C'est très ambitieux, on le sait, mais je pense qu'on pourra compter sur vous tous pour contribuer à la réflexion. J'arrête parce que j'ai déjà dépassé d'1 minute. Merci beaucoup. Et donc, dernière intervenante de cette table ronde, je crois que malheureusement le sénateur Bernard Bonne n'a pas pu se connecter, au moins jusqu'à présent. Marlène Martin, qui est directrice du pôle Petite Enfance d'Hashtag Le Plus Important et qui va un peu nous présenter quelques-unes des pistes qui sont développées dans le livre blanc que nous sortons conjointement aujourd'hui avec Edumiam et Gribouillis. Merci Mathias, merci à toutes et tous déjà pour ces précisions qui montrent la vitalité du débat et le nombre d'initiatives déjà prises et qui corroborent le fait que tout le monde souhaite avoir vraiment cette vision ambitieuse pour 2030 pour la petite enfance. Donc il a déjà été évoqué la question de la nécessité du changement de paradigme. Celle de la vision ambitieuse qu'on porte, c'est vraiment de se centrer des besoins de l'enfant. On sait bien que les systèmes d'accueil sont aussi des systèmes de service aux familles, mais vraiment peut-être que le point du changement du regard, c'est celui de se centrer sur les besoins de l'enfant et de construire le système autour des besoins de l'enfant. Donc un premier point de redéfinition qu'on a évoqué dans le livre blanc, qui ne fait pas nécessairement consensus, mais c'était la richesse de ces travaux d'avoir des propositions qui sont encore en débat, c'est la question du recentrage sur une perspective de l'enfant de 0-6 ans. On a en France un système qui est divisé entre le 0-3 et le donc 0-3 préscolaire et puis le 3-12 qui est assez spécifique à la France et qui mériterait quand même une vraie rediscussion, une vraie redéfinition si on prend conscience et si on prend en compte la notion de développement de l'enfant, développement dans la continuité, et ça a été évoqué notamment par Gösta Esping-Andersen au début. La question d'une nouvelle vision, c'est aussi une nouvelle vision des professionnels qui s'occupent de ces enfants. Il a été rappelé par Esther Duflo que c'était un vivier, et ça vient d'être rappelé aussi par Marine Jantet, que c'était un vivier de métiers, mais il faut aussi changer le regard sur ces métiers qui sont des métiers qui nécessitent des compétences importantes, qui ne sont pas uniquement des compétences de diplôme, mais comme l'a rappelé Elsa Hervy, des compétences relationnelles, des compétences de construction de la qualité éducative extrêmement exigeantes, ambitieuses et difficiles. Ce sont des métiers difficiles, mais ce sont aussi des métiers passionnants, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que le développement de l'enfant ? Mathias l'a dit en introduction, le plus important, ce sont les enfants, mais c'est aussi ce changement de regard qui fait passer cette idée que s'occuper au quotidien d'un enfant, c'est aussi passionnant, ça permet de voir comment il évolue, et plus la formation est centrée sur la question des enjeux liés au développement des compétences sociales, émotionnelles, linguistiques, cognitives, relationnelles, qui font le socle de toutes les compétences académiques ultérieures, et ça a été rappelé également par Esther Duflo, plus les professionnels ont conscience de ça, sont formés à ces aspects par des formations qui peuvent et qui doivent être renouvelées et qualitatives à cet égard, plus le regard global de la société, des parents, des pouvoirs publics changera sur ces professionnels, et plus ils seront reconnus, quel que soit leur lieu d'exercice, que ce soit les gardes à domicile. On a eu des questions de vocabulaire dont on a souligné l'importance dans le livre blanc. Ça fait aussi partie du changement de regard. Évidemment, un enjeu qui m'est cher est le lien avec la recherche, dont on a montré par les différentes interventions qu'elle n'était pas directement transposable. C'est des recherches qui doivent être construites également sur des nouveaux paradigmes qui sont plus inclusifs. Il y a des recherches-actions, il y a différentes manières de mener ces recherches, mais le lien avec la recherche doit être là, doit être constant. La recherche
recherche en économie, mais j'ai beaucoup aimé l'idée du prix Nobel de pédagogie tout à l'heure. Ça pourrait exister, pourquoi pas, allons-y. C'est à nouveau un des enjeux les plus importants. Et surtout en gardant cette idée que ce ne sera pas simple. On l'a dit, c'est pas simple d'organiser les choses, c'est pas simple de répondre aux nouveaux enjeux, à la demande d'inclusion, à la demande d'accueil des publics les plus en difficulté, des besoins spécifiques des parents qui sont différents dans un contexte sociétal où les métiers changent, où les besoins changent. Voilà, c'est pour ça qu'il faut de l'ambition, c'est pour ça qu'il faut de l'exigence, c'est pour ça qu'il faut ne pas se décourager, un accompagnement fort par les pouvoirs publics et par tous les acteurs, et la présence de tous les acteurs ici venant de tous les milieux est un signe aussi de cet engagement qu'on est prêt à prendre. La période a été rappelée, les enjeux de la période ont été rappelés par rapport à tout ce qui a déjà été mis en place et qui pourrait encore être davantage mis en place. Voilà, ça fait partie de ces éléments de vision ambitieuse qu'on essaye de porter par cette centration à nouveau sur l'enfant et par ces propositions qu'on vous invite à relire et à recommenter. Et voilà, et une de celles qui nous paraît structurante et de nature à entraîner beaucoup de changements, c'est vraiment celle sur une approche 0-6 ans et donc évidemment qui implique une formation spécifique et commune à ces professionnels pour avoir cette vision de continuité qui a été rappelée. Merci beaucoup. Je vais continuer à jouer mon rôle de contrepoint en utilisant la liberté de parole que je peux avoir avec le recul. Et donc réagir avant de donner la parole à quelques questions. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Elsa Henry, pardon. C'est difficile de lire. Elsa Hervé. Ouais. Hervé, pardon. Et puis sur la proposition 12 de cet excellent rapport, j'en profite pour le dire, parce que derrière, il y a une équation financière. C'est-à-dire que alors, la rémunération et le nombre de personnes, enfin l'encadrement, c'est une condition nécessaire aux compétences. Ce n'est pas une condition suffisante parce qu'il faut aussi qu'il y ait les compétences, les savoir-faire, etc. Mais c'est une condition nécessaire. Et comme l'a dit Pauline, je crois, on est dans la même situation finalement que ce qui se passe à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a des professionnels qui sont insuffisamment payés et en insuffisamment nombre. Je voudrais, puisqu'on est dans une instance politique publique, je voudrais quand même rappeler que derrière, il y a une équation financière. Parce que, bon, c'est pas la première fois que la branche famille est en excédent. Mais Bercy ne raisonne pas comme ça. Bercy raisonne sur l'ensemble de la sécurité sociale, c'est l'ensemble de la protection sociale. Et les excédents de la branche famille viennent compenser les déficits de l'assurance maladie et peut-être de la retraite demain. Tout ça pour dire, je veux pas... mais le déterminant, il est là. C'est-à-dire que... et il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire que si on veut développer ce que vous dites, si on veut augmenter et ajuster la PSU de façon à ce que ça permette de rémunérer correctement et en suffisamment grand nombre des professionnels de santé, ça veut dire qu'on augmente le budget global de la sécurité sociale. Je le dis parce que c'est un impensé ou un non-dit de toutes les politiques sociales, c'est que derrière, il y a ce qu'on appelle classiquement les prélèvements obligatoires. Et derrière, il y a une question extrêmement importante, c'est le consentement à la solidarité. Parce que ça, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu développer le concept d'investissement social pour que cette dépense ne soit pas uniquement vue comme une dépense, mais aussi comme un investissement sur l'avenir. Et après, je vais laisser peut-être Mathias réagir sur l'autre point qui est important, c'est la coupure entre les 0-3 ans et les 3-6 ans, parce que ça me choque tout autant que ce que vous avez dit. Et j'aurais peut-être une anecdote à raconter sur le sujet. L'anecdote, c'est que Nathalie doit s'en souvenir. C'est qu'il y a 4 ans, 5 ans, je crois, on avait été sollicité par le CDE pour faire une enquête, l'équivalent de l'enquête PISA, pour les 0-6 ans, parce que l'OCDE raisonne sur les 0-6 ans. Moi, j'étais Thalys, j'ai oublié le nom. Et en fait, moi, j'étais prêt, et Laurence Rossignol, qui n'avait pu investir, mais on a eu un obstacle du côté du ministère de l'Éducation nationale qui ne voulait pas investir en même temps que nous sur le financement de cette enquête. C'est une anecdote, mais qui est extrêmement importante, parce qu'on n'a pas été dans le premier cercle, je pense que Nathalie le confirmera, dans le premier cercle de cette enquête Thalys qui a vocation à devenir le PISA de la petite enfance. Et le résultat, c'est que dans quelques années, quand elle sera étendue, on sera en retard, comme sur le PISA.
Merci pour cet éclairage, Daniel. Moi, je voulais savoir, puisque Marlène, tu as parlé en dernier, sur les 2 propositions un peu phares qui ressortent sur passer du 0,3312 à 0,6612 et élever d'un cran de qualification l'ensemble des professionnels. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix dans ce colloque de nous positionner à un horizon volontairement lointain, 2030 voire 2035, pour se donner la possibilité de changer les choses de manière un peu structurante. Parce qu'évidemment, après, il y a des enjeux de transition dont on va parler lors de la 3e table ronde. Comment réagissent les autres intervenantes, Elsa Hervy, Pauline Domingo et Marine Jantet, sur ces 2 propositions? Sur la proposition de faire un ministère unifié entre 0 et 6 ans, on ne serait pas en France, je dirais que c'est une bonne idée. Il n'y a que la France où ce n'est pas le cas. Donc. Oui, mais peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure idée de la décennie que de vouloir rattacher la petite enfance à l'éducation nationale. Et on sait bien que ce n'est pas l'école maternelle qui va être rattachée à la petite enfance. Et si c'est pour embarquer nos professionnels de la petite enfance dans les débats sémantiques sur on ne peut pas appeler une piscine, mais c'est un truc, je ne sais pas quoi, etc., non, en fait, on a besoin de se concentrer sur la qualité d'accueil et pas de faire des débats avec d'éminents pédagogues pour la qualité de ces sujets-là. S'il s'agit de considérer que l'école maternelle fait partie à part entière de la petite enfance et que le rôle de la communauté éducative, c'est de développer entre 0 et 6 ans les compétences cognitives et sociales de l'enfant, et pas d'être dans une culture absolue de l'apprentissage, comme le fait aujourd'hui l'éducation nationale, oui. Mais prendre le risque d'être attaché à l'éducation nationale telle qu'elle dysfonctionne sur la tranche 3-6 ans, non. Ça a le mérite de la franchise. C'est pour ça qu'on fait des débats publics. Je trouve que la position, moi je suis un peu sceptique également, à vrai dire, mais moi je voulais juste peut-être dire quelque chose d'assez concret, qui est les tentatives de travail conjoint avec l'école maternelle, et notamment les classes passerelles, que nous avons beaucoup soutenues à un moment donné. Aujourd'hui, il y a plus que 30 CAF, 30 départements qui soutiennent ce type d'action. C'est des actions qui sont en décélération. Je vous rappelle, c'était l'idée d'avoir des classes dédiées aux jeunes enfants, autour de 2 ans, et avec un encadrement mixte, éducation nationale, le JE, pour travailler ces passerelles entre l'environnement de la crèche en général et l'environnement de l'école maternelle. Donc nous, je pense que c'est des initiatives intéressantes parce qu'elles réfléchissent au parcours de l'enfant dans les modes d'accueil. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des dispositifs qui sont plutôt en perte de vitesse et qui montrent la difficulté quand même à travailler de manière très articulée ce passage de la crèche à l'école maternelle. Mais ça fait partie des ambitions 2030 et le secrétaire d'État l'a rappelé en sortie de la conférence des familles, que de travailler davantage les actions passerelles du monde de la petite enfance à celui de l'école maternelle. Et sur le fait d'augmenter d'un cran le niveau de qualification de tous les professionnels? Alors, moi, je vais répondre effectivement aux 2. Donc, pour faire la suite sur 0 à 6 ans, je pense que ça va être compliqué de tout chambouler l'organisation administrative française. Moi, je suis très pragmatique. Par contre, moi, je pense que les choses peuvent se faire localement. C'est-à-dire que, et c'est un des fondements de la stratégie pauvreté, c'est que ça se passe vraiment au niveau territorial, quoi. Et donc, on peut faire des grandes réformes nationales, mais en fait, la vraie vie, elle se passe dans la vraie vie, dans le monde réel. Et dans le monde réel, comme on disait, ça touche aussi le sujet de l'implémentation des changements de pratiques, c'est vraiment de créer des coalitions d'acteurs. Et ça, c'est aussi un de nos enjeux. Ça s'est fait dans le secteur de l'enfance grâce au projet éducatif de territoire. Il y a des choses formidables qui se sont faites. Nous, on voudrait, notre ambition, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est justement de faire ça sur le champ de la petite enfance, et c'est un peu la logique des expérimentations dont je vous parlais, un peu de cité éducative, d'avoir un peu une coalition très locale sur des projets très concrets. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'on fera plus changer les choses qu'en faisant même si évidemment je
je crois. On est dans une enceinte qui fait le droit, etc. C'est très important d'avoir des cadres. Mais après, je pense que dans ce changement de pratique, et pour rejoindre à toutes les interrogations qu'on avait sur comment on change les choses dans la vraie vie, voilà, il faut aussi que ce soit porté localement et mettre tout le monde autour de la table pour que les gens s'impliquent là-dedans. Donc ça, c'est la première réponse. Sur la partie formation, évidemment, enfin moi, monter d'un cran de la formation, on gagne toujours. Je suis très sensible aux soft skills. Enfin voilà, il y a le sujet de... J'ai entendu le fait qu'il fallait avoir des diplômes universitaires. Là aussi, moi, je promeux beaucoup l'apprentissage. Enfin, je pense qu'on a oublié, on est dans un pays un peu élitiste en France, où il y a le sujet du diplôme, c'est très important. Mais il y a aussi il y a des champs qui sont mis de côté parce que ça fait pas joli dans notre société, ce qui est très dommage. C'est des métiers essentiels, la pédagogie, tous ces aspects du lien. Je suis médecin moi-même, donc j'y suis particulièrement sensible, mais on n'a jamais assez valorisé ça. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, pour mes patients, c'est souvent l'aide-soignante qui en savait beaucoup plus sur le patient que moi, et j'allais toujours les voir parce que c'est pendant la toilette, tout se dit, voilà. Et c'est là où la parole se libère. Alors, c'est pareil avec tous les métiers je transpose ça, c'est la même chose. Et donc ça aussi, il faut qu'on développe ces compétences-là. Bien sûr qu'il faut du savoir, du corpus intellectuel, mais il y a aussi valoriser ce sujet du lien et qui est dans l'ensemble des... Enfin, je rejoins, la crise du monde sanitaire actuellement, c'est la même chose. Donc voilà. Marlène, tu veux réagir ? Oui, je pense qu'évidemment, c'est tout l'enjeu d'avoir des visions ambitieuses à terme, c'est de bousculer un peu les contraintes administratives établies. L'idée était plutôt non pas de rejoindre l'éducation nationale, mais d'avoir un ministère des 0-6 ans. Il a été mis en avant que, notamment pour le plan des 1000 premiers jours, une certaine difficulté à coordonner justement l'ensemble des acteurs était mise en avant. Et peut-être que ce ministère 0-6, ministère petite enfance, ministère première pierre ou premier pas, en fonction des rapports, pourrait être un enjeu, même si on a malheureusement conscience de la complexité. Et je rejoins bien entendu sur la question d'élever d'un cran, c'est aussi une question des contenus de formation qui peuvent et qui doivent être davantage tournés, maintenant qu'on a des outils pour l'évaluer, la question des compétences relationnelles, des soft skills qui sont nécessaires dans toutes les professions, mais évidemment au premier lieu dans celle-ci. Donc on continue à porter ces propositions controversées et débattues, ce qui les enrichit. Avant de clore, on va peut-être prendre... Oui, allez-y. Non, je voulais aussi réagir à ce que disait Daniel Lenoir, et c'est un message pour Bercy. Messieurs, mesdames, je pense que l'ensemble de la petite enfance est aujourd'hui rassemblé et pourrait dire ensemble que la branche famille et les excédents de la sécurité sociale pour la famille, ce n'est pas la réserve pour rembourser les dettes publiques, c'est pour dépenser, pour faire la dépense la plus utile pour la France et la plus rentable. Et je pense que c'est un message qu'il faut qu'on porte unanimement. L'argent, il est là, il peut être dépensé, il ne sert pas à rembourser les dettes des autres. On va bientôt faire la pause. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions ? Vous m'entendez ? Concernant le financement, ma première question, c'est en direction des régions. Comment on peut inciter les régions à financer d'autres promotions ? Puisque c'est ce que Pauline disait aussi, on a besoin de professionnels de la petite enfance. Voilà. Et pourquoi pas mettre en place des modules communs sur le développement de l'enfant avec les professionnels de l'éducation nationale, notamment en maternelle, mais aussi en PMI, de la périnatalité jusqu'à l'école, pour poser cette première pierre de langage commun autour du développement de l'enfant. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, il y a un MOOC qui a été financé par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Ce sont les professionnels de la continuité éducative qui parlent à leur pairs. Et ça peut être une première pierre qui est gratuit sur YouTube. Le deuxième point, c'est en matière de dépenses publiques. Pourquoi aujourd'hui a-t-on encore des financements de microcrèches pages qui ne répondent pas aux besoins sur les territoires les plus vulnérables ? Pourquoi on ne peut pas mettre en place, cibler le financement sur les microcrèches PSU pour que ce soit accessible à tous ? Parce que la dépense publique, il faut l'évaluer. Et ça, je pense que vous êtes bien placés. Voilà mes deux questions en matière de financement. Merci. Avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'à la Fédération, on a beaucoup d'adhérents micro-crèche page. Je voudrais tenter de
Apaiser le débat en apportant des éléments objectifs qui mettent fin à la mauvaise réputation. Une microcrèche PAGE, c'est quoi? C'est une structure d'accueil agréée, contrôlée par la PMI, avec des professionnels de grande qualité là aussi, qui n'a pas la chance de bénéficier du même soutien financier public que les crèches PSU, puisque c'est les parents qui sont aidés, comme pour les assistants maternels, a posteriori, une fois qu'ils ont fait l'avance, à condition qu'on ne les facture jamais plus de 10 € par heure. Alors, tout le monde a l'air de penser que dans toutes les microcrèches, tous les parents payent 10 € par heure et toutes les heures. C'est faux. La dépense moyenne et le tarif moyen payé par les parents en microcrèche, c'est 7,50 €. Tout le monde a l'air de penser que dans les microcrèches, c'est horrible, pour les parents, ça coûte beaucoup plus cher. Et bien, ce n'est pas tout le temps vrai. Parce que quand on a la chance d'être... Enfin, la chance, parce que c'est vraiment une chance. Mais enfin bon, quand on est une famille fragile, monoparentale, quand on est une famille avec une personne de sa famille qui a l'allocation handicap, on a le droit d'avoir un CMG majoré de 30 %. Depuis novembre 2018 et novembre 2019, c'est une avancée de ce quinquennat. Et bien, ces familles-là, fragiles, où l'État a décidé qu'il était juste de leur donner autant de soutien public que pour les crèches PSU, elles ont le même reste à charge dans une crèche municipale, chez une assistante maternelle, dans une microcrèche PAGE. Donc la question n'est pas le modèle de la microcrèche, la question c'est l'égalité du soutien public vis-à-vis des familles et de poser ça vis-à-vis du besoin des familles à être soutenues et d'arrêter de vouloir attaquer injustement un mode d'accueil qui n'est pas responsable de son modèle économique. Ok. On se retrouve à 10h50 pour la troisième table ronde. Merci à tous.